Donald Trump va-t-il faire main basse sur les terres rares de l'Ukraine ? Son administration a envoyé à Kiev une nouvelle version de l'accord sur les minerais stratégiques, un texte défavorable à l'Ukraine. Washington souhaite qu'il soit signé d'ici à la semaine prochaine. Zelensky va-t-il céder ? Écoutons-le. Je tiens à souligner que officiellement, et c'est important, la partie ukrainienne, à savoir le cabinet des ministres d'Ukraine, mon bureau, a officiellement reçu aujourd'hui, par une note, la version des propositions américaines. C'est important, pas il y a quelque temps, aujourd'hui. Deuxièmement, nous le comparerons avec l'ancien accord. Notre vice-premier ministre a reçu ce document. Je lui ai posé quelques questions. Elle m'a répondu qu'il était très difficile de faire des commentaires, car il s'agit d'un document complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas mentionnées. Et il y avait aussi des choses que, disons-le, les partis avaient précédemment rejetées. Partons sur le terrain du conflit et retrouver Thomas Misraki avec Vincent Wartner. Bonjour Thomas. Cet accord, mais on l'a compris, Volodymyr Zelensky dans une grande difficulté. Mais la question c'est, est-ce que les Ukrainiens auront-ils le choix ? Alors pour bien comprendre, il faut voir ce qu'il y a dans cet accord. La presse britannique a pu le consulter. Elle a interrogé des experts et l'un d'entre eux dit de cet accord, c'est un document d'expropriation. Les mots sont forts. Que dit-il cet accord ? D'abord la création d'un fonds commun entre les États-Unis et l'Ukraine pour gérer d'abord les minerais mais aussi l'énergie ukrainienne. Ce fonds, il serait dominé par les Américains, contrôlé par les Américains. Il pourrait par exemple décider, ces Américains, à qui vendre et à qui ne pas vendre. Ce fonds contrôlerait bien sûr une cinquantaine de minerais ukrainiens, mais aussi l'ensemble de la production énergétique du pays, c'est-à-dire le gaz, c'est-à-dire le pétrole, l'électricité et aussi les infrastructures qui vont avec, les chemins de fer, les routes, les usines. Dans cet accord, on note aussi que l'Ukraine ne touchera pas un centime jusqu'à ce que ce fonds ait généré, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars. Une somme colossale. Les Américains estiment de manière un peu fantaisiste que la dette ukrainienne à leur égard est de 350 milliards de dollars. Ils pourront commencer à toucher certains dividendes de cet accord une fois ces 100 milliards dépassés. Ce qui est intéressant aussi dans cet accord, c'est que dans le cadre du document, l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne. C'est peut-être d'ailleurs le but de ce document selon certains experts. Alors, vous dire si Volodymyr Zelensky pourrait signer un tel accord, ça, je ne le peux pas, personne ne le peut à ce moment-là. A-t-il des marges de négociation ? Personne ne le sait non plus. Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que si le président ukrainien venait à signer cet accord, il aurait non seulement perdu la guerre, il aurait aussi perdu la paix. Merci Thomas Misraki, avec Vincent Wartner et Kostia Yaramenko, votre fixeur. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons le général Dominique Delord, bonjour. Ancien chef du centre opérationnel interarmé et auteur de 2031, Les batailles de la présidente, aux éditions Le Sémaphore. Aline Lebaille-Kramer, bonjour. Vous êtes journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Ronald Atto, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Est-ce que Zelensky est au pied du mur, général ? Ça apparaît de très mauvais augure, cette nouvelle proposition. Il faut attendre l'analyse plus poussée. Mais enfin là, on était déjà dans un accord léonin, le précédent, la première proposition. Il semble que la deuxième soit en étant élargie et soit encore pire que la première version. Et ça, c'est pourquoi je dis que c'est très, très mauvais augure, c'est que vraisemblablement, c'est le reflet d'une tension croissante entre les États-Unis et Zelensky, et Zelensky en tant que président de l'Ukraine. Et donc, malheureusement, ça ne présage rien de bon pour les semaines qui viennent. Je crois que là, je vois mal Zelensky acceptant, ça devient intolérable. Et donc, vraisemblablement, il va repousser et on va se retrouver dans des contre-mesures à nouveau américaines qui vont sanctionner l'armée ukrainienne dans ses activités opérationnelles.
Regardez ce que dit ce journaliste qui va dans notre sens général. Il est peu probable que Zelensky accepte de signer un tel document. Il sera impossible de trouver les 226 députés nécessaires à l'approbation d'un texte aussi désastreux, une honte. On rappelle ce que disait Thomas Misraki, c'est-à-dire que Volodymyr Zelensky est censé signer un texte où il dit que l'Ukraine n'intégrera pas l'Union européenne. Ça va très très loin dans les exigences et l'Ukraine, si elle signe le texte, n'aura pas le droit de bénéficier de l'argent justement qui émane de l'extraction de ces minerais. Ça va extrêmement loin. Aline Weikramer, est-ce un accord de capitulation que Trump propose à Zelensky? Il y a quelque chose qui a été souligné notamment par la presse ukrainienne, mais pas que, c'est la façon dont a été rédigé ce document qui fait fi en effet d'un process absolu pour l'Ukraine, c'est-à-dire que ce texte devrait être agréé par la Rada, il faut qu'il y ait un vote, et en l'état, il est absolument impossible que la Rada ratifie cet accord, parce que c'est juste l'abandon de la souveraineté économique de l'Ukraine. Parce que dans le texte même, ça va encore plus loin que loin, c'est-à-dire que dans ce qui resterait à l'Ukraine, qui normalement devrait être utilisé pour des investissements de l'État ukrainien, du budget de l'État ukrainien. Sur ces investissements futurs, les États-Unis auraient aussi à récupérer 50% de tout investissement de l'État ukrainien s'inédié, c'est-à-dire sans aucune limite. Donc il est impossible pour la Rada de la ratifier. Ça interdit à l'Ukraine de commercer avec l'Europe aussi. Donc ça empêcherait l'intégration européenne, qui est quand même un énorme sujet pour les Ukrainiens. Donc à la Rada, ça ne passera pas. Et donc il y a plein de questions aussi dans la rédaction même de ce document. Apparaît d'ailleurs dans celui-ci le nom d'un cabinet d'avocats, Arnaud Despoter, en fait. Donc la presse ukrainienne s'est intéressée à qui est ce qu'il y a derrière ce cabinet d'avocats, des avocats notamment qui ne sont absolument pas qualifiés, et ça se voit dans la rédaction, qui n'est absolument pas au niveau d'un accord qui serait susceptible d'être passé entre deux gouvernements interétatiques. Il n'y a rien là-dedans, c'est une espèce d'accord qui a été rédigé éventuellement pour des transactions immobilières, mais pas du tout à ce niveau-là d'exigence, d'enjeux inter-État. Donc il y a beaucoup de questions qui émanent, et il y a une piste éventuellement à suivre, c'est la question de l'incompétence des rédacteurs par rapport aux enjeux. Ça, c'est la piste optimiste. La piste pessimiste, c'est évidemment une vraie volonté des Américains de faire main basse sur l'économie ukrainienne. Et là, il y a une ligne extrêmement compliquée à manœuvrer pour Zelensky, parce que Zelensky a rappelé ici même à Paris, quand il était en conférence de presse il y a 48 heures, qu'à la base, c'est une idée ukrainienne. C'est une idée qui était dans le plan de paix de Volodymyr Zelensky en octobre dernier. Donc, ils veulent aussi, côté ukrainien, envoyer les signaux qu'ils n'ont rien contre les investissements étrangers, de surcroît américains, que c'était une idée. Je veux dire, l'Ukraine n'a que faire du communisme. Ils sont pour si des capitaux étrangers veulent venir investir en Ukraine, ils sont pour, mais pas au prix d'abandonner toute souveraineté. Voilà, pas au prix de l'expropriation de ces terres. Voilà. C'était pas ça l'idée du racket organisé. Les deux éléments sont pas, à mon avis, ne sont pas mutuellement exclusifs. Amateurisme et autoritarisme, je pense que c'est exactement ce qui qualifie le mieux l'administration Trump depuis son arrivée au pouvoir. Et je pense que c'est une capitulation qu'ils demandent. Je pense qu'ils veulent mettre Zelensky face aux obligations. Hier, sur un autre plateau, j'ai dit une bêtise. J'enseignais à Reims. Dans le train, j'ai lu vite sur les réseaux sociaux que Poutine s'opposait à l'effort de Trump de s'accaparer du Groenland. En fait, c'est un article sur lequel je suis tombé qui dit ça. Tous les autres, en fait, disent que non. Trump est d'accord avec... Poutine est d'accord à ce que Trump puisse s'accaparer du Groenland pour lui laisser les mains libres. Et je pense que ça, ce qu'il essaie d'imposer à l'Ukraine, c'est un reflet de la synergie qui est en train de se développer entre Moscou et Washington. Cet accord, en fait, comment expliquer, Général, que
Trump soit autant obsédé par ces terres rares. On peut peut-être voir une carte qui montre à quel point, évidemment, l'Ukraine est riche en minerais, en hydrocarbures. Les matières premières du sous-sol ukrainien sont quand même très importantes. Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est une obsession sincère. Est-ce que c'est pas simplement un rideau de fumée qui est tentant, évidemment, parce qu'il y a évidemment des minerais en Ukraine. Peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer en regardant la carte, mais il y en a. Et est-ce que c'est pas finalement un prétexte pour faire ce traité léonin, pour l'amener? Parce que cette dernière version, telle qu'elle est présentée, telle qu'on la connaît en bris, en morceaux en tout cas, elle est profondément inacceptable. Donc quand vous proposez quelque chose d'inacceptable, alors, je veux bien croire qu'il y a amateurisme et peut-être autoritarisme, mais il y a aussi peut-être le souhait que ça ne débouche pas. C'est qu'ils ont bien quand même analysé la personnalité de Zelensky. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de marcher à genoux. Il est passé une fois à genoux après être sorti une semaine après être sorti du bureau ovale, mais c'est pas tellement son tempérament. Et il sait très bien qu'il ne sera pas soutenu, même par les modérés qui peuvent se trouver à la Rada. Il y a toujours des modérés, ça existe. Donc, même par ces modérés-là. Donc, finalement, il propose quelque chose qui est inacceptable et qui ne sera pas accepté. Donc, où on va à une tension montante. Alors, pourquoi veut-il cette tension montante? Je reste toujours dans l'idée qu'il y a dans les discussions entre Trump et Poutine, une vision globale de l'ensemble de leurs problèmes. Et que, globalement, sans que ça soit dit nulle part, mais on assiste à un nouveau partage, on commence à en parler un petit peu, un nouveau partage de ce système des zones d'influence, de la compréhension entre empires et de la nécessité de régler les problèmes marginaux. Et que, autant pour nous, Européens, on est auto-centrés dans le soutien à l'Ukraine, et évidemment les Ukrainiens, eux, au premier titre, mais vu des États-Unis d'Amérique, c'est une petite histoire qui se passe au centre-est de l'Europe. C'est pas important. Ce qui est important pour eux, je dis bien, c'est la Chine. Et donc, dans ce cas-là, on regarde comment on peut, si je veux dire, sanctuariser des zones, en faire des différents espaces. Le premier espace, vous n'avez pas de chance, les Canadiens, vous êtes dans la première zone. Nous, les Européens, on est dans le deuxième cercle. Alors, les Ukrainiens, ils sont plutôt dans le troisième cercle. Mais est-ce que ça veut dire, général, que Trump et Poutine sont en train de se partager l'Ukraine, c'est-à-dire que le président russe peut avancer aussi loin qu'il veut en Ukraine, et pendant ce temps-là, Donald Trump, il fait son deal pour obtenir les minerais rares, les terres stratégiques. Alors, avancer autant que... Pour le moment, les Russes ils avancent, mais très peu. Il faut être constaté sur le terrain. L'armée ukrainienne se défend. Mais pour le moment, avec quand même le soutien américain. Qu'est-ce qu'il en serait si il venait à nouveau à manquer? Donc ça, c'est la véritable interrogation. Est-ce qu'on va arriver à un cessez-le-feu avant une rupture du front, suite à justement un désordre provoqué par l'absence américaine en matière de renseignement? C'est surtout à ça que je pense, ou pas. Donc oui, je crois que nous, ce qui nous paraît très important, c'est le sort de l'Ukraine. Manifestement, c'est pas du tout dans la vision entre les deux grands hommes, entre guillemets. Se partager les ressources de l'Ukraine, mais quelque part, il y a aussi la question du partage de ressources européennes, parce que dans les plans d'intégration européenne ou dans les échanges que l'Ukraine peut avoir avec l'Europe, évidemment qu'il en est question de temps en temps de ces ressources, de ces richesses, et que ça concerne aussi le continent européen. Donc il ne faut pas aussi minimiser l'agressivité à l'endroit de l'Europe tout entière au travers de ce document potentiellement. Donc plus l'Europe est forte, plus l'Europe se réarme, plus aussi ça permet aux Ukrainiens de pouvoir refuser ce type de chantage inacceptable. Alors malheureusement, le renforcement de l'Europe n'ira pas aussi rapidement que ce qui se compte. Ah, c'est sûr qu'il accélère. À suivre, quand Donald Trump fait du chantage aux patrons français, plusieurs dizaines d'entreprises ont reçu un courrier exigeant qu'elles bannissent toute politique en faveur de la diversité et de la parité. Les patrons crient à l'ingérence. À tout de suite.